À toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter une partie de mon travail de thèse qui portait sur la dynamique de la limite supérieure des forêts dans les Alpes françaises, donc les Alpes du Nord françaises, depuis 1860. Donc, d'abord, pour remettre un petit peu le contexte, on sait, grâce à des études locales qui sont remontées assez loin dans le temps et des études régionales, mais du coup que sur des périodes récentes, qu'on a 90% des limites de forêt dans l'hémisphère nord qui sont remontées depuis le XXe siècle. Mais donc, on n'a pas d'études à une échelle à la fois large au niveau spatial et au niveau temporel, qui remonte loin dans le temps, et qui intégrerait en fait le début des changements globaux, puisque nous, on s'intéresse ici à la limite de la forêt, donc la limite pour la forêt qui a au moins un pourcentage de couvert de 10%. Et cette limite, elle va être influencée par de multiples facteurs, notamment des facteurs climatiques et topographiques, les activités humaines, et puis le contexte forestier et du paysage. Donc, concernant le climat, bon, bah, à l'échelle globale, on sait qu'il y a déjà eu un réchauffement de 1,5 degré des températures depuis 1850, et maintenant, chaque décennie est aussi plus chaude depuis 1980. Pour les activités humaines, nous, on s'intéresse principalement à l'abandon des terres, puisque, par exemple, pour les Alpes centrales, on a, au cours des 150 dernières années, une diminution de 67% des exploitations. Et enfin, au niveau du contexte paysager et forestier, on s'est intéressé, par exemple, aux différences d'espèces, puisqu'elles vont avoir des traits d'histoire de vie différents. Et donc, ça va avoir aussi des variations dans la dynamique, ça va induire des variations dans la dynamique d'une espèce à l'autre. Et pour les facteurs climatiques et socio-économiques, donc on sait que c'est des changements qui sont en cours depuis le 19e siècle, donc c'est pour ça qu'on voudrait remonter loin dans le temps, et les deux sont accélérés au cours du 20e siècle, donc c'est pas toujours facile de faire une distinction entre les deux, et c'est ce qu'on aimerait aussi regarder un peu ici. Donc nous, on s'est demandé quelle était la dynamique de la limite supérieure des forêts dans les Alpes du Nord depuis 1860 et quels étaient ses déterminants. Plus précisément, d'abord, est-ce que la limite de la forêt est remontée depuis 1860? Et si c'est le cas, est-ce que c'était une remontée homogène au sein du massif? Et de l'autre côté, on va se demander quels étaient les facteurs responsables des variations, s'il y en a, au sein du massif. Est-ce que c'était plutôt les activités humaines, les variables climatiques ou le contexte paysager et forestier, ou est-ce que c'était un mélange en fait de ces déterminants donc, en interaction? Et donc pour cela, on s'est intéressé principalement aux communes qui avaient au moins un point à 2200 mètres d'altitude, donc un pixel sur le modèle numérique de terrain. Et on a également utilisé ici trois cartes. Donc une carte ancienne, la carte d'état-major, qui date en moyenne de 1860 dans la zone d'études. Le scan historique de 1950, donc ici daté en moyenne pour notre zone d'études de 1951. Et la BD Forêt V2 en moyenne de 2007. Et pour chacune de ces cartes et chacune de ces communes, on a estimé l'altitude moyenne de la limite des forêts. Et donc, on obtient, comme le montrent là les tableaux, une valeur d'altitude de la limite des forêts par commune, ce qui nous permet ensuite, pour deux cartes consécutives, de faire la différence et d'estimer la vitesse de déplacement de la limite des forêts, puisqu'on a utilisé la date précise de cartographie qui peut varier entre communes. Donc ça nous permettait de pouvoir comparer les communes et aussi les périodes qui sont différentes. Et ensuite, on a utilisé des tests T pour regarder si les différences étaient significatives. Concernant du coup les déterminants, cette fois-ci, on a pris donc des variables de nos trois différents types de facteurs, donc des variables climatiques là en bleu, des variables relatives au contexte forestier en vert et des variables socio-économiques en rose, et on les a mises ensemble dans des modèles linéaires. On a défini le modèle le plus parcimonieux, et à partir de ce modèle, on a fait une partition de variance. Donc, si on passe maintenant au résultat, ce qu'on peut voir sur la première carte ici, c'est qu'entre 1860 et 1951, ben, on a en fait en moyenne pas de déplacement de la limite des forêts. Donc, on voit qu'il y a des variations. Il y a dans la zone d'étude, donc il y a à la fois des remontées et des abaissements de la limite, mais en moyenne, c'est stable.
Au contraire, si on regarde la période suivante, entre 1951 et 2007, on voit que la limite des forêts est remontée en moyenne de 150 mètres. Donc c'est quand même une remontée assez importante. Et elle est assez générale dans la zone d'étude, même si encore une fois, on a des variations de vitesse. Donc ça fait une vitesse en moyenne de 2,5 mètres par an. Et donc sur cette seconde période, on a regardé un peu plus quels étaient les facteurs responsables des différences. Donc on a ici quatre variables qui restent dans notre modèle le plus parcimonieux. Donc une variable relative aux précipitations annuelles, le pourcentage de couverts forestiers dans la commune, la limite de la forêt au début de la période, l'altitude de la limite de la forêt au début de la période et la région agricole. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que c'est la limite de la forêt, l'altitude de la limite de la forêt au début de la période qui est le facteur le plus important, donc qui explique le plus les variations spatiales, suivi par les régions agricoles. Et donc, on va revenir un peu plus en détail sur ces deux facteurs. Donc, le premier ici, donc ce qu'on peut voir, c'est que pour les communes dans lesquelles la limite des forêts était à basse altitude, donc à plus basse altitude en 1951, il y a eu des remontées très rapides. Et donc, nous, on pense qu'en fait, ça, c'est lié aux contraintes passées qui ont été plus fortes et donc qui ont plus abaissé la limite, qui s'est retrouvée dans des conditions plus favorables à la recolonisation forestière. Et donc, lorsque les contraintes ont été retirées, lorsqu'il y a eu l'abandon pastoral, par exemple, eh bien, la limite est remontée très fortement, alors qu'au contraire, les limites qui étaient déjà à haute altitude en 1951, donc là au-dessus de 2000 mètres, elles avaient probablement des contraintes passées moins fortes et donc elles ont pu rester un peu plus proches de la limite climatique dans des conditions plus froides. Et donc ça, c'est quelque chose qui avait déjà été proposé aussi dans une étude dans les Pyrénées espagnoles, donc par Amestegui et collaborateurs. Et donc pour l'autre variable qui nous intéresse ici, donc les régions agricoles, ces régions agricoles, en fait, elles montrent des différences entre les systèmes d'exploitation, entre les pratiques. Et donc, ici, un exemple assez simple, si on prend la région Haute-Alpine en vert clair, c'est que c'est une des régions où il y a eu des remontées les plus rapides. Et en fait, on voit que c'est surtout un pâturage fait par des ovins, alors que dans le reste de la zone d'étude, c'est plutôt du pâturage bovin. Et donc ça pourrait expliquer une partie des variations qu'on observe. Donc nous, après, comme perspective, on s'est demandé, ben, et au niveau des tendances récentes, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Donc est-ce que le développement du tourisme limiterait d'un côté la remontée, la limite des forêts, ou est-ce que l'accélération du changement climatique entraînerait une accélération aussi de la remontée, la limite des forêts? Et donc, pour ça, on aimerait bien utiliser des cartes supplémentaires pour un peu affiner les périodes. Donc ici, par exemple, on pourrait ajouter la BD Forêt 1, mais on a eu quelques soucis avec pour l'instant, donc on va la laisser de côté. Et surtout, on pourrait aussi prendre une carte supplémentaire. Donc, il y a la BD Forêt Vétois qui est prévue pour 2027, mais il y a déjà le masque de forêt qui est utilisable, qui est disponible. Donc, on va peut-être déjà essayer d'intégrer cette carte-là. Et on aimerait également utiliser des déterminants, des variables supplémentaires, notamment les déterminants socio-économiques, ce qui est relatif au pâturage et puis aux stations de ski, par exemple, pour le tourisme. Donc voilà, pour conclure ici, les messages à retenir, c'est que pour les Alpes du Nord françaises, on a une remontée de la limite des forêts qui se fait à partir des années 1950, donc avant, c'est en moyenne stable. Et les variations spatiales sont en grande majorité déterminées par des activités humaines passées et contemporaines. Voilà, bah merci à tous et puis j'en profite pour remercier aussi les collègues qui m'ont aidé pour cette partie de ma thèse et puis les stagiaires aussi qui sont venus nous aider. Merci beaucoup. Bon, Oliver, t'as un peu raté le... Ouais, la ouais, présentation. complètement. Désolé, j'étais pris et puis voilà, je sais pas. Tu pourras regarder la vidéo. Je regarderai l'enregistrement. On a une question de Damien. Oui, merci Noémie pour cette jolie présentation. Tu es passé un peu vite là sur l'effet de la pluviométrie. Est-ce que tu peux revenir là Oui. sur ta diapositive?
Parce qu'en fait, bon, je suis originaire de cette région et quand on discute avec les gens qui sont dans les stations, on entend toujours que sur ces 2 dernières décennies, il y a de plus en plus de neige. Mm. C'est peut-être faux, je ne sais pas, hein. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce que tu as testé en fait vraiment ici Bah, quand tu... nous, au départ, on a testé, donc là, c'est les précipitations annuelles. On avait testé d'autres variables de bilan hydrique et d'autres variables relatives aux précipitations. Je les ai plus toutes en tête, mais aussi. Et donc là, il n'y avait que celle-là qui ressortait dans ce modèle, mais finalement, ça ressortait assez peu. Les variables relatives aux précipitations, on n'a pas eu grand-chose, et en plus, ça, l'effet est négatif. Ouais. Donc, Mais c'est-à-dire, en fait, justement, quand tu dis que l'effet est négatif, c'est-à-dire que, est-ce que tu confirmes qu'il y a eu une augmentation, une diminution de précipitations, en tout cas annuelle? bah ça, on n'a pas beaucoup creusé parce que les données qu'on avait étaient. Ah non, je mélange avec les Pyrénées, pardon. On a. Alors, je me rappelle plus pour les Alpes, les tendances qu'il y avait. On avait regardé un peu les tendances au départ, mais en se basant juste sur une seule station météo dans la vallée d'Aoste, parce qu'on avait un peu de mal à avoir des données climatiques qui couvraient toute notre période d'études. Et donc ça avait été aussi fait à l'époque pour un stage de M2, et j'ai plus bien en tête ce que ça avait donné. Mhm. Mais là, l'effet négatif, il veut juste, enfin, il veut dire en fait que euh, si les précipitations augmentent, eh ben, la limite de la forêt a tendance à remonter moins vite. D'accord. Est-ce qu'il aurait plutôt que les... Enfin, c'est toujours une question qu'on pose quand on a ces approches comme ça, plutôt de regarder en fait les précipitations au cours de l'été, parce que l'hypothèse qu'on peut faire, c'est plus que réellement plus de neige ou un peu moins de pluviométrie pendant l'hiver, c'est plutôt est-ce qu'il y a aussi en altitude des effets de sécheresse qui sont de plus en plus importants? Oui. Est-ce que ça, tu as pu regarder par ailleurs ou c'est quelque chose que tu n'es pas arrivé Et à bah, traiter? justement, il y avait une variable de bilan hydrique qu'on avait pris pendant l'été. Et là, bon, elle n'est pas ressortie. Donc j'ai pas creusé plus que ça. Mais par rapport à la neige, je m'étais posé la question, justement, dans les analyses futures, de peut-être essayer de rajouter des variables relatives à la neige. Mais bon, pour l'instant, ça a pas, j'ai pas encore creusé plus que ça. Mhm. Ok. Mathias? Oui, merci Noémie. J'ai deux questions là. La première, c'est sur cette graphe-là, il n'y a pas la température. Et je me demandais, bon, premier truc qu'on pense, c'est la température, ou est-ce que c'est différent en hauteur? Plutôt aussi le changement de la température, est-ce que c'était pareil en bas de vallée, en haut? Pourquoi ça sort pas? Eh ben, j'ai pas beaucoup d'explications, à part que c'est sûrement moins important que les activités humaines dans cette zone-là, parce que justement, on a testé aussi plein de variables de température et de changement de température, et c'est pas trop ressorti. Après, on a le problème euh, en fait, on est à l'échelle spatiale des communes, et donc on a regardé un peu qu'est-ce qui existait comme jeu de données. C'était pas toujours évident de remonter dans le temps pour atteindre le début de notre période. Alors là, pour celui-là, on aurait pu, mais on a essayé aussi de garder des variables euh, pour les deux périodes qui étaient proches, enfin, qui étaient similaires. Et donc, en tout cas, dans nos modèles, la température ressortait pas, enfin pas pour cette période-là en tout cas, et si ça ressortait pour les autres, c'était vraiment très faible aussi comme effet. Et c'était la Et donc, température ou le changement de température? Ça, j'ai on a pas testé les compris. deux. On a testé les Euh, deux. Bah là, ok. du coup, j'avais présenté la température, mais j'avais aussi testé le changement de température. Après, je me suis posé la question, est-ce qu'on n'aurait pas dû utiliser un autre jeu de données? Là, par exemple, il y a des données que j'ai découvertes il n'y a pas longtemps. Je m'étais dit, tiens, je les aurais bien testées aussi. Mais du coup, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Et une autre approche qu'on aurait bien aimé, enfin, à laquelle on avait pensé aussi à un moment, c'était de regarder par rapport à la limite théorique des arbres, en fait, au-delà de laquelle on sait que les arbres ne peuvent pas survivre. Et celle-là, elle est vraiment très liée à la température. Et donc, on aurait bien aimé essayer de la modéliser pour notre zone d'étude, pour essayer ensuite de voir à quelle distance on était finalement de cette limite théorique pour notre limite des forêts réalisées. Oui, Mais on a... je pense que c'est ma deuxième question. Toi, tu parles toujours de forest line.
Et moi, dans ma tête, j'ai toujours entendu tree line. Est-ce qu'il y a une différence et pourquoi tu parles de forest line et c'est quoi la différence avec tree line? Ben, en fait, nous, on a fait exprès de garder Forest Line pour vraiment bien montrer qu'on parlait de la forêt et pas et qu'on considérait pas en fait dans notre étude les arbres individuellement parce qu'on avait pas c'était pas assez fin le détail sur les cartes pour le considérer. Après, au niveau des définitions, c'est un peu compliqué parce que la tree line elle est des fois utilisée pour l'un ou pour l'autre, mais il y a pas, enfin, c'est un peu compliqué parce que certains, quand ils utilisent Treeline, ils le gardent vraiment comme quelque chose de théorique. Petite pensée pour Christian Corner, et, et parfois c'est utilisé comme une limite réalisée. Donc nous, on a justement, même dans le papier bon, qu'on a fait celui sur les Pyrénées, on a bien distingué les deux en mettant limite potentielle pour pas. Et donc, pour moi, elle est différente parce que nous, quand on parle ici de forest line, c'est la limite vraiment réalisée. Et la tree line resterait théorique pour la forme de vie arbre, en fait. C'est pas, c'est mon approche à moi, enfin, de ces définitions, mais elles sont pas, il n'y a pas toujours un vrai consensus dessus. Ok, merci. Merci. Marie-Noël? Oui, alors moi c'était plus une question un peu classique. C'était là donc tes résultats c'est sur les Alpes françaises. Est-ce que c'est des choses qui ont aussi été analysées sur d'autres régions des Alpes, tu vois, je sais pas, je vois que ton séminaire c'était en Autriche, par exemple en Autriche, en Suisse, tu vois, est-ce qu'il y a le même type d'études ou sur d'autres montagnes en fait? Alors oui, il y a des études similaires, mais ce qui est difficile en fait, c'est de remonter dans le temps pour une échelle, enfin un massif entier en fait. Et aussi au niveau des cartes, nous on a pu faire ça parce qu'on a la carte d'état-major qui du coup avait été faite à des fins militaires et il y a des pays, bah, notamment je crois que l'Autriche était concernée par une carte à une époque similaire que d'ailleurs j'ai récupérée pour la République tchèque. Mais par contre, par exemple en Suisse, il me semble qu'ils ont aussi une carte, mais qui date d'un peu plus tard. Et donc, il y a aussi une étude qui a été faite, mais c'est aussi des cartes qui ne sont pas forcément vectorisées, enfin disponibles en vecteur en tout cas. Donc, ça limite un peu les études. D'accord, Mais merci. sur des échelles plus petites, il y a des choses, oui. Ok. Stéphane? Ouais, alors donc là, Noémie, tu dis qu'il n'y a pas de différence entre Adra et Ubac. Alors ça, enfin, tu parles pas d'exposition, mais si on la limite au Ouais, moins, si on la décline dans ces deux catégories les plus simples, les minimales, Adra et Ubac, là, il y a pas d'effet. C'est-à-dire que tout se passe de la même façon dans la remontée en Ubac, en Adra, alors que pourtant, il y a des cortèges floristiques qui sont très différents sur l'Ubac et sur l'Adra. C'est ça que oui, tu dis. ben nous, oui, en tout cas, quand on a testé justement l'exposition, on n'a pas trouvé d'effet. Donc après, on n'avait D'accord. pas non plus dans les Pyrénées, donc bon. Alors après, il y a peut-être, faut peut-être creuser encore un petit peu ce truc-là, par exemple, mais je pense aussi que comme on travaille à l'échelle de la commune, ben, dans une commune, parfois, il y a plusieurs expositions, et donc le fait de Euh, faire une moyenne joue aussi. Donc c'est aussi des choses qu'il faudrait peut-être mieux regarder à une échelle plus fine. ah oui, mais là, ta réponse est différente. Alors, est-ce que tu es en train de dire, j'arrive pas à savoir si tu es en train de dire que tu pouvais pas répondre à cette question. Tu penses que tu peux pas répondre correctement à cette question avec le plan d'échantillonnage ou avec l'approche que tu as eue? Oui, je pense oui. Mm. Je pense que ce serait beaucoup plus intéressant d'étudier cette question à une échelle plus fine, même si on a essayé quand même on avait mis la variable dans notre jeu de variables, mais elle n'est pas ressortie parce que forcément, une exposition moyenne sur une commune, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors j'avais essayé Hmm. de préciser un peu quand même, de vraiment prendre l'altitude où il y avait la limite, ou les 300 mètres au-dessus, quelque chose comme ça, mais c'est des choses oui, qu'on pense qu'il faudrait mieux tester à D'accord. une autre Parce que échelle. vous auriez pu simplement stratifier votre jeu de données avec, pour chaque commune, la capacité à faire des moyennes sur les adresses et puis sur les UBAC, quoi. Vous auriez pu, enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu veux que je... Non, je vois pas bien ce que tu veux Là, dire. tu as une moyenne par commune, mais pourquoi est-ce que tu n'avais pas fait une moyenne pour les UBAC et une moyenne pour les adresses par commune? Par commune. Oui, bah, j'y avais pas pensé, mais je sais pas je
pense qu'il y aurait des communes où on n'a pas forcément les deux. Bon, après, c'est peut-être pas forcément gênant, mais Bah je non. pense que c'est quelque chose à creuser, mais peut-être séparément. C'est vrai que moi, j'ai pas envisagé la question sous cet angle-là. Donc, Ok. après, même Merci. en regardant dans la littérature, c'était pas toujours évident que. Enfin, cet effet ressortait pas toujours beaucoup, donc on l'a pas creusé. Mais je note en tout cas, c'est intéressant. Ok. Merci. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est super intéressant. Bon, j'ai l'impression que... Ah si, Camille. Oui, salut. C'est juste une question pour être plus clair sur c'est vraiment dans ton intro. C'est parce que j'ai pas noté forcément, je sais pas, mais tu as dit que 90% des forest lines, du coup, elles remontaient. Et tu as dit Oui, que dans c'était la à l'échelle locale et régionale. Et du coup, je me demandais c'est quelle échelle exactement. En fait, je pensais par exemple si dans un cours, je veux dire, vous voyez les conséquences, enfin ce qui se passe aujourd'hui, il y a plein de choses. Enfin bref, si je dis 90%, faut que ce C'était soit plus issu précis. d'une méta-analyse, en fait, D'accord. ce chiffre-là. Donc, ils Ouais. avaient regardé dans les études, les différentes études, du coup, plutôt locales, souvent, euh, lesquelles remontaient pas, et ils ont fait un pourcentage. Dans Ok, tout mais du coup, l'hémisphère nord. c'est hémisphère nord. Ok, mais c'est toutes les montagnes de l'hémisphère nord, c'est ça? Oui, bah, Ok, normalement. Après, ça dépend de la représentativité. Je pense elles sont pas toutes aussi bien représentées, il me semble, dans le jeu de données, mais il y avait quand même pas mal de. ok, Mais si ok, tu veux, super. la référence. Et en dessous, là, c'est dans l'U. Ouais, ok, Je sais pas si tu super. vois. Ici. Oui, merci beaucoup. De rien. Une dernière question? Non? Non. Bon. Merci beaucoup, Noémie. Bah, merci à tous. Bon, on va se quitter pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec Oliver. Je vais renvoyer un rappel tout à l'heure. Bon après-midi. Bon Merci, bon après-midi après-midi à Oui, tous. à Merci. la Au Merci revoir. pour prochaine. Merci, Noémie. merci. l'organisation. Bon Au après-midi. revoir. Au revoir. Salut. Bravo Noémie. Merci. À bientôt.